Mesdames et messieurs, comment peut-on mieux définir une fondation que par l'alliance d'un nom et d'un projet ou d'une ambition, que par l'alliance du souvenir et du projet. La Fondation Olivier Le Cerf, qui a été créée en 2008 à l'initiative de notre confrère M. Bertrand Collomb, qui malheureusement n'a pu être là, il est tout à fait désolé, m'a chargé de vous transmettre toutes ses pensées. Comment donc mieux définir une fondation que par cette alliance d'un nom et d'une ambition? La création de la Fondation Olivier Le Cerf vient rappeler la vie et la carrière tout à fait remarquable d'un homme, Olivier Le Cerf, dont je salue la famille ici présente, président du groupe Lafarge de 1974 à 1989, où il succéda à Marcel Demonck, Olivier Le Cerf fut l'une des grandes figures du patronat dans la France des Trente Glorieuses. Sous sa présidence, le groupe Lafarge va entrer pleinement dans une phase d'internationalisation avec un développement rapide en Amérique du Nord, en Europe, mais aussi en Asie, continent dont il avait très tôt, Le Cerf, souligné l'importance. Mais créer une fondation ne se résume pas à une volonté de commémorer une personne. Elle retient de la vie de cette personne qu'elle célèbre le mouvement qui l'a animée et elle se propose d'en poursuivre l'élan. Or, d'Olivier Le Cerf, une phrase s'impose. Je l'évoque. L'entreprise, disait-il, est au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'entreprise, mais c'est le progrès économique qui rend possible le progrès social. Cette phrase est extraite de Au risque de gagner, le métier de dirigeant, ouvrage qu'il a publié en 1991 et qui est le fruit de 34 années d'expérience de ce patron qui fut un modèle de patron humaniste. Depuis 6 ans, donc, notre Académie poursuit sa recherche d'ouvrages ou d'expériences qui soient conformes aux idéaux d'Olivier Le Cerf. C'est ainsi qu'elle a distingué depuis l'origine Xavier Grenet en 2008, Xavier Fontanet, président-directeur général d'Essilor en 2009, Laurent Bataille, président de Poquelin Hydraulique en 2010, une association, l'association Germe, pour ses actions de formation au management des entreprises l'année suivante, en 2011. Et en 2012, le patron indien, Vinay Naya, auteur d'un ouvrage au titre révolutionnaire, Les employés d'abord, les clients ensuite. Comment renverser les règles du management? C'est aujourd'hui vous, Monsieur Jean-Jacques Saleuil, directeur général d'Inditex France, qui allez recevoir des mains de notre secrétaire perpétuel, Monsieur Xavier Darcos, la médaille de la Fondation pour votre action au sein de Zara France, votre action en faveur de l'insertion des jeunes
en difficulté. Mais les symboles ne suffisent pas. Aussi, la Fondation Olivier Le Cerf a-t-elle décidé, dès sa création, d'organiser chaque année un colloque d'une matinée autour des thèmes dont le lauréat est à chaque fois porteur. C'est donc à une réflexion commune sur les jeunes Français et l'entreprise, une réflexion que nous souhaitons bien sûr la plus concrète possible, que nous vous convions ce matin. Avant toutefois de laisser la parole aux invités de la première table ronde, je souhaite laisser quelques instants à nos partenaires dans cette entreprise. L'Institut de l'entreprise est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Mais aussi, bien entendu, la parole sera donnée à M. Bruno Lafont, président directeur général du groupe Lafarge, qui, au nom de son entreprise, a signé, avec notre académie, la convention de création de la Fondation Olivier Le Cerf, à laquelle il donne chaque année les moyens de son action. Qu'il en soit remercié. Je passe la parole immédiatement à M. Xavier Huillard, président de l'Institut de l'entreprise. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Jean-Jacques, chers amis. D'abord, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, de nous accueillir chaque année. Moi, je suis à chaque fois totalement sous le charme de cette salle qui est magnifique, mais qui, en plus, a prouvé son efficacité en termes de développement des débats. C'est une salle dans laquelle on réfléchit bien, on s'écoute bien, et de ce point de vue-là, c'est toujours un grand moment. Et puis, je dois également vous avouer qu'avoir l'opportunité, une fois de temps en temps, d'être à la tribune de ce côté-ci, dans cette pièce absolument magique, c'est pour moi, personnellement, quelque chose d'extrêmement précieux. Jean-Jacques Salin, vous êtes un adhérent, proche, fidèle de l'Institut de l'entreprise. Je suis évidemment à ce titre très heureux de vous voir aujourd'hui récompensé pour cette belle initiative d'insertion dans l'entreprise de jeunes en situation difficile. Jean-Jacques Salin, nous pensons à vous tous les jours. Moi, je passe sur les Champs-Élysées devant la boutique Zara plusieurs fois par jour. Nous avons bien compris que vous avez une image telle que vous n'avez évidemment aucune difficulté à recruter des jeunes à la fois très bien formés et très motivés. Et pourtant, avec le soutien du président fondateur de votre groupe international, en 2008, vous montez une opération qui est destinée à offrir à des jeunes souvent en détresse sociale, en tout cas sans formation ni qualification, à offrir un emploi et un avenir. Ce programme, il consiste à intégrer rapidement à des postes de vente, en CDI dès le premier jour et à plein temps, des jeunes au parcours de vie souvent difficile, ceux qui, pour reprendre votre expression, ne pourraient pas s'en sortir sans notre intervention. Ces jeunes sont en effet en marge de l'emploi, avec des formations souvent interrompues, mais aussi avec parfois des parcours de vie chaotiques. Comme l'indique le titre de ce colloque, et comme les jeunes que vous avez accompagnés le soulignent systématiquement, c'est évidemment la confiance placée en eux qui leur permet de se redresser et de trouver une place dans la société. C'est une leçon universelle, c'est la confiance que nous plaçons en eux, c'est le regard que nous portons sur eux qui leur redonne confiance en eux-mêmes. La confiance est aussi celle que vous avez su tisser avec tous les partenaires qui vous accompagnent dans ce projet, les partenaires sociaux, vous allez certainement nous en parler, les ressources humaines, les missions locales, tous partenaires avec lesquels vous avez construit la cohérence de votre projet. Cette initiative est donc devenue un véritable projet d'entreprise, une œuvre collective portée par l'ensemble des salariés. Ce prix, moi je considère qu'il récompense donc cette ambition collective, mais aussi
l'élément clé de cette réussite, c'est-à-dire votre implication personnelle, non seulement le temps que vous avez passé à concevoir et à développer ce projet à l'origine, mais aussi chaque année, chaque mois, le temps que vous consacrez à ces jeunes pendant leur formation. Ce projet, il mérite d'être récompensé parce qu'il s'attaque à un problème que nous connaissons tous comme étant majeur dans notre pays, qui est le problème du chômage des jeunes. C'est un sujet sur lequel l'Institut de l'entreprise, avec ses petits moyens et sans désespérer, s'attaque par divers moyens, par des réflexions comme Agir collectivement pour l'emploi des jeunes, par des partenariats comme récemment avec la fondation JP Morgan ou avec le think tank britannique I2PZR, qui donnera lieu à une étude approfondie sur le sujet dans les semaines qui viennent. Mais ce qui est important, c'est que, par votre exemple, Jean-Jacques, vous montrez que, au plus proche du terrain, à votre échelle, vous avez apporté votre pierre à la résolution de ce problème de taille. Votre engagement est la preuve que chaque entreprise peut trouver des solutions au cas par cas à des questions d'intérêt public. Bien sûr, la puissance publique peut et doit apporter son soutien au retour à l'emploi, mais qui connaît mieux les ressorts de l'emploi que l'entreprise elle-même? Qui peut mieux former ses futurs employés que l'entreprise elle-même? Et le rôle de l'entreprise va bien au-delà. Elle peut aussi aider ceux qui sont à la marge à apprendre ou à réapprendre les règles de la vie en société et à s'y intégrer. En ce sens, vous donnez corps à une réalité que nous essayons tous de faire vivre, qui est qu'il n'y a pas de progrès social sans réussite économique, mais que le social consolide en retour la dynamique économique et en devient l'allié naturel. Je voulais donc simplement, par ces quelques mots, vous féliciter, cher Jean-Jacques, pour votre action et pour ce prix amplement mérité. Merci, Monsieur le Président. Merci. Je donne la parole à M. Michel Bon, président de la Fédération nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Voilà, ça marche. Merci. Je voudrais moi aussi m'associer à ce que vient de dire Xavier Huillard pour remercier l'Institut d'abriter cette manifestation, remercier la Farge de la rendre possible. Je pense que ce que vous faites là, c'est bien. Bien. La FNEJ, donc, les initiales, vous venez de les développer, non sans peine d'ailleurs, mais enfin, c'est pas bien grave. C'est un peu la structure fêtière de tout ce qui est enseignement supérieur de gestion en France. Les grandes écoles, les petites écoles, les IAE, les universités de gestion, etc., sont tous réunis à la FNEJ. Et la FNEJ essaye de propager l'idée que la gestion est une chose utile. Olivier Le Cerf en a été président, bien longtemps avant moi. Et au fond, la question à laquelle je voudrais essayer de répondre avec vous aujourd'hui, c'est mais pourquoi diable quelqu'un comme Olivier Le Cerf est allé s'embarrasser d'une association de ce genre-là? Parce que, essayez d'imaginer l'époque, Olivier Le Cerf est très très connu, très reconnu, il est peut-être déjà membre de l'Institut, je ne sais pas, mais enfin vraiment, c'est un des patrons français les plus en vue. Nous sommes certains autour de la table à l'avoir été, on est assez sollicité quand on est dans ce genre de situation. Et parmi toutes ces sollicitations, voilà qu'il va choisir de présider la FNEJ, à une époque qui n'était pas facile, parce que c'était un peu le lancement, le début. Et donc, il décide de le faire. Et c'est cette question que je voudrais traiter, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait ça, à cette époque? Je n'ai aucun tuyau de première main, puisqu'il ne me l'a jamais dit. Hein. Mais je crois sincèrement, qu'il l'a fait parce que ça correspondait vraiment à ses convictions les plus profondes. Le management, la gestion, c'est au fond l'art, si j'ose dire, en tous les cas les moyens, de permettre à une entreprise de donner le meilleur d'elle-même. Les économistes diraient de maximiser les richesses qu'elle produit. Et ces richesses, elles vont à tous. Elles vont d'abord à la société. Je pense qu'Olivier aurait parlé là du bien commun. Elles vont évidemment aux salariés de l'entreprise, car une entreprise bien gérée, normalement, leur permet de grandir avec leur entreprise, de faire des choses intéressantes, de se sentir, au fond, plus d'estime d'eux-mêmes. Donc, il me semble, et je pense que c'est pour cela qu'Olivier s'est intéressé à tout ça, qu'il n'est aucune autre discipline dans laquelle il n'y ait autant d'humains
dans lesquels il n'y ait autant d'humanisme finalement que les disciplines de la gestion. Et de ce point de vue, voilà, nous sommes un peu tous ici les héritiers de cette pensée qu'avait profondément, je le crois, qu'il exprime en tous les cas dans ses livres, dans son livre principal, Olivier Le Cerf. Voilà pourquoi la FNEJ est honorée de participer cette année encore à cette manifestation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à vous aussi, Monsieur le Président. Et maintenant, la parole est au Président Bruno Lafont. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers amis, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à l'occasion de la sixième édition de la remise du prix Olivier Le Cerf de l'Académie des sciences morales et politiques, dont le nom est attaché aux valeurs humanistes qu'il a portées avec force et conviction. Je ne le répéterai pas et je ne vous ferai pas de confidence, mais tout ce qui vient d'être dit me rappelle encore plein de souvenirs. Et je suis très heureux que l'année dernière, la Fondation ait choisi de récompenser un homme qui se soit intéressé particulièrement à la question des jeunes, qui est une question totalement critique en France aujourd'hui. Et je ne vais pas faire de grands cours sur la gestion humaniste. Je vais essayer en quelques minutes de vous dire ce que moi j'ai ressenti du choix qui a été fait cette année de Jean-Jacques Salin comme le lauréat de ce prix. Monsieur Salin, je suis très impressionné par ce que vous avez fait. Vous êtes un homme marqué par des événements survenus dans les banlieues en 2005 et vous trouvez le taux de chômage des jeunes de banlieue qui est supérieur à 40%, vous le trouvez inacceptable. Nous l'avons tous trouvé inacceptable, nous n'avons probablement pas fait autant que vous. Vous avez lancé dès 2008 une initiative remarquable sur laquelle je vais revenir pour offrir à des jeunes sans formation et sans qualification, à des jeunes qui risquent de décrocher un emploi et un avenir. Je suis très heureux que vous receviez ce prix ce matin et je vous adresse toutes mes félicitations. Ces félicitations s'adressent également aux équipes de Zara en France que vous avez su mobiliser à cette cause. Bravo donc à vous. Et je pense qu'un des mérites de ce prix et de cette fondation, c'est de mettre en évidence les recettes qui font gagner les entreprises, la France et aujourd'hui les jeunes. Votre initiative est exemplaire à plus d'un titre. Elle se révèle une précieuse source d'inspiration pour les très nombreuses entreprises responsables que compte notre pays et bien sûr pour Lafarge. Vous montrez qu'il n'y a pas de fatalité, que chacun peut contribuer à sa mesure, non pas à régler un problème dès lors qu'il se pose à l'échelle de la société tout entière, mais à montrer des voies possibles, à prendre des risques, à faire confiance, à mobiliser des énergies, des ressources, également pour l'affronter et démontrer qu'une action volontaire déterminée à l'échelle d'une entreprise peut conduire à des résultats tangibles, réels, qui changent la vie de ceux qui en bénéficient. Chaque semestre, en effet, vous retenez 15 jeunes volontaires, souvent en situation précaire. Parmi ceux-là, on peut citer des jeunes femmes mariées de force, des réfugiés politiques totalement démunis, ou bien encore des jeunes en rupture avec leur famille ou la société. Comme vous le dites si justement, vous prenez des jeunes dont personne ne veut, et non pas les jeunes dont tout le monde veut. Tous ces jeunes que vous retenez ont un point en commun, la volonté de s'en sortir. Le parcours que vous leur proposez est minutieusement conçu. Vous les prenez en charge et vous les encadrez pendant 2 semaines pour qu'ils apprennent les règles de la vie en groupe, en les coupant de leur milieu habituel, avec une formation alternée de demi-journée consacrée au sport et au théâtre. Vous soulignez la vertu du sport pour se réapproprier les valeurs de l'effort et du travail d'équipe. Vous les familiarisez avec la pratique théâtrale pour retrouver la confiance en soi, apprendre à parler, à se maîtriser et accepter la critique. Vous invitez des personnalités qui comptent à leurs yeux et qui peuvent donc exercer une influence positive, contribuant à donner une image valorisante du travail. Elles viennent d'univers très différents, des grands pâtissiers, des officiers, des dirigeants de grandes entreprises françaises, des dirigeants syndicaux et même un sélectionneur de l'équipe de France de football, désormais célèbre, Raymond Domenech, dont vous soulignez d'ailleurs la fidélité et l'engagement dans la durée. Vous montrez l'exemple par votre engagement personnel sans faille en passant du temps avec ces jeunes pendant cette période d'apprentissage de vie collective. Et le simple fait d'être présent dans cette phase déterminante est une marque exemplaire de confiance que vous leur manifestez et probablement l'une des clés du succès. Vous avez su emporter l'adhésion de vos équipes, des dirigeants de votre groupe, ce n'est pas rien, et des partenaires sociaux, puisque c'est à souligner, cette initiative est totalement soutenue par les représentants du personnel et les leaders syndicaux. Une fois cette première phase de vie en commun achevée, vous complétez leur formation par une expérience dans un magasin.
avec l'accompagnement d'un tuteur. Tout ceci, pour moi, a énormément d'importance. Chaque détail a de l'importance. Et l'acquisition des techniques de vente avant de leur proposer un contrat à durée indéterminée. Près de 65% des recrues liées à cette initiative travaillent encore dans votre entreprise, 1 an après la fin de leur formation, ce qui représente un taux de réussite très élevé et démontre, s'il en est besoin, la justesse de votre approche. À votre grande satisfaction, ces nouveaux venus atteignent très vite le niveau des autres vendeurs et vous mettez régulièrement vos interlocuteurs au défi de reconnaître ceux qui ont suivi ce cursus. Cette initiative vous a obligé à faire preuve d'innovation dans la gestion du personnel, puisque dans les métiers de vente, le temps partiel est extrêmement développé. Et pour assurer un plein temps à ces jeunes en difficulté, vous les faites travailler dans 2 magasins, pratique qui s'est développée peu à peu à l'ensemble des vendeurs, ce qui a permis à près de 600 salariés de votre enseigne de travailler désormais à temps complet, en partageant leur temps de travail sur 2 magasins, apportant ainsi une réponse au problème du temps de travail subi. Vous soulignez à l'envi combien vos équipes sont fières d'appartenir à une société qui prend ce genre d'initiative, démontrant de façon très concrète que l'exigence de performance économique ne s'oppose en aucun cas à la responsabilité sociale. Et alors que nos sociétés sont confrontées à la fois à une montée du chômage inquiétante chez les jeunes et à un essoufflement tout aussi inquiétant de notre capacité d'intégration, le message que vous faites passer est qu'il n'y a pas de fatalité, que les entreprises doivent prendre des initiatives en faisant confiance aux jeunes. Vous affirmez qu'il faut savoir payer pour recevoir et non pas attendre de voir le résultat pour payer. Cher Jean-Jacques Salin, le projet que vous portez est une source d'inspiration pour nous tous. Nous avons chez Lafarge également de bonnes raisons d'être fiers de ce que nous entreprenons pour aider les jeunes, en difficulté ou non, à trouver des emplois. Comme vous, nous sommes attentifs à offrir aux jeunes la possibilité de trouver un emploi et d'apprendre. Depuis 4 ans, nous nous sommes engagés chez Lafarge en faveur de la formation en alternance. Elle compte aujourd'hui plus de 4% de nos effectifs, des jeunes qui font chez nous une formation en alternance. C'est un système gagnant-gagnant dans lequel je crois profondément. Nous aidons également à la création d'une centaine d'emplois par an en France en finançant des associations comme France Initiative que préside Louis Schweitzer. Nous sommes enfin partenaires de l'association Nos Quartiers ont du talent, à laquelle des dirigeants du groupe et notamment des membres du comité exécutif du groupe accompagnent des jeunes issus des milieux modestes dans leur recherche d'emploi. Dans le monde de demain, les grandes métropoles concentreront la plus grande partie des habitants de la planète, qu'il s'agisse des nouvelles métropoles qui explosent dans les pays émergents ou bien des grandes capitales de nos vieux pays. Nous sommes ici à Paris et beaucoup de nos discussions portent aujourd'hui sur le développement d'un grand Paris. C'est une discussion et une réflexion nécessaires. Mais n'oublions pas les conditions élémentaires. Assurer une activité à ceux qui habitent cette ville, à commencer par les plus jeunes et parmi eux les plus défavorisés, est la première des préoccupations que nous devons avoir pour assurer le développement d'une métropole comme le Grand Paris. Nous sommes dans un monde ouvert, les villes sont en compétition, celles qui parviendront mieux que d'autres à devenir les pôles de création de richesse, à offrir aux jeunes des perspectives d'emploi, à intégrer mieux que d'autres les jeunes qui demeurent en marge, qui sont au bord de la rupture, seront les plus attirantes, les plus attrayantes. Nous avons pour ambition chez Lafarge de contribuer à construire des villes meilleures, et votre démarche, cher monsieur, y contribue sans conteste, et nous espérons que son caractère exemplaire inspirera d'autres à mener à bien des projets comparables avec le même enthousiasme et la même force d'engagement dans le temps et la durée. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant laisser la responsabilité de ces débats à Monsieur Marc Landré, qui va animer, présider aussi, et ayez un œil sur la pendule, Monsieur l'animateur. Vous avez jusqu'à 9h25 pour conduire cette table ronde dont le thème est la société française et les jeunes. Merci, messieurs les présidents, messieurs les ministres, cher Jean-Jacques, mesdames, messieurs. Je voudrais juste commencer par faire moi aussi mon petit couplet sur Jean-Jacques Salin. Et je suis non seulement très fier et très honoré d'animer ces 2 tables rondes, par amitié pour Jean-Jacques, et également, je dirais, je suis très heureux et je trouve ça très cocasse qu'il y ait un colloque qui vous soit organisé, que vous puissiez organiser un colloque grâce à votre initiative, vous qui n'aimez pas la médiatisation, qui n'aimez pas qu'on parle de votre opération, pourtant si admirable et si utile dans la société, et comme le disaient les différentes personnes qui se sont exprimées avant, effectivement, qui forcent le respect et qui doivent servir d'exemple pour l'ensemble de la société et je pense pour beaucoup d'entreprises en France. Alors nous allons commencer cette matinée d'échange par une première table ronde pour essayer de fixer un petit peu
les choses sur ce qu'est la jeunesse en France aujourd'hui, ce à quoi elle aspire, quelles sont ses différentes envies, tant en matière professionnelle qu'en matière sociétale, qu'en matière de sexualité, qu'en matière de religion. Nous avons 3 intervenants. Monsieur Dominique Régnier, qui est le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique depuis 2008 et à ce titre, qui a coordonné à la fin de l'année 2011 une étude portant sur la jeunesse dans le monde, une remarquable étude que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, et qui traite de ces questions. Ensuite, nous aurons M. Henri Lachmann, à la droite de M. Régnier, ex-président de Schneider Electric, fervent défenseur, s'il en est, de l'apprentissage et de l'alternance en France, puisque vous en avez été l'ambassadeur jusqu'à encore il n'y a pas très très longtemps, et président de l'Institut Télémac, qui vise à aider les jeunes en difficulté à s'insérer dans la vie professionnelle. Et enfin, M. Guillaume Garot, ex-ministre de l'agroalimentaire, ex-maire de Laval, actuel député socialiste de la Mayenne et aussi un grand ami de Jean-Jacques Salin qui, lui, nous parlera un petit peu de sa vision, notamment des 2 dernières années passées, tout ce qui a été fait ou pas en faveur de la jeunesse française. Donc je cède la parole à monsieur Dominique Régnier qui va schématiquement nous présenter un petit peu ce qu'est la jeunesse française par rapport aux autres jeunesses dans le monde et nous faire une petite synthèse de l'étude qu'il a coordonnée fin 2011. Monsieur Régnier. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel, cher Xavier Darcos, cher Jean-Jacques Salin. Très heureux d'avoir la possibilité de dire quelques mots à propos de ce thème majeur qui est celui de la jeunesse. Merci d'avoir cité la Fondation pour l'innovation politique avec laquelle j'ai mis en place ces études qui sont très lourdes, qui sont des études planétaires sur les valeurs de la jeunesse, les 16-29 ans dans le monde. Nous avons réalisé une première enquête en 2012, La jeunesse du monde, l'avons-nous intitulée. Nous avons réalisé une deuxième enquête l'année dernière en partenariat avec l'ONU sur la jeunesse du monde et le réchauffement climatique. Et je voulais vous dire que je suis en train de réaliser une troisième enquête en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah sur le souvenir que les jeunes générations ont des 2 conflits mondiaux et de leurs conséquences. Pour nous, étudier les valeurs de la jeunesse, c'est essayer de mieux comprendre la globalisation. On a une hypothèse de départ qui est qu'au fond, la globalisation aujourd'hui est gouvernée par des personnes qui n'en sont pas parfaitement issues. Et au fond, dans moins de 10 ans, la globalisation sera gouvernée, je pense aux familles, je pense aux organisations, aux entreprises, aux partis, aux institutions. Dans moins de 10 ans, la globalisation sera gouvernée par des individus qui n'auront connu que la globalisation. Et donc là, nous allons avoir une espèce de passage générationnel avec un effet détenteur probablement, en tout cas dont nous formons l'hypothèse, et qui certainement correspondra à la véritable phase de globalisation de notre humanité. Lorsque on a mis en place cette étude, celle à laquelle je vais faire référence tout de suite, nous avons interrogé 25 000 jeunes dans 25 pays différents, dans 20 langues différentes sur les 5 continents. Ce sont des études avec des prestataires qui fabriquent de l'enquête d'opinion par sondage. Je ne rentre pas dans le détail, mais nous avons un échantillon de 1000 jeunes par pays pour avoir un panel significatif. Donc je ne veux pas vous donner trop de détails ni trop de chiffres. Ce que je veux vous dire, c'est que on a pris désormais l'habitude de poser à ces jeunes gens dans le monde une question sur la globalisation. Est-ce que pour vous c'est une opportunité ou est-ce que pour vous c'est une menace ? Il faut souligner le fait que pour la jeunesse du monde, dans sa grande généralité, avec beaucoup de force, la globalisation est perçue comme une opportunité. Si nous regardons les réponses que font les Brésiliens, à chaque fois il s'agit de jeunes de 16 à 29 ans, les Brésiliens, les Chinois ou les Indiens, je dis optimisme, je pourrais dire enthousiasme, voire enthousiasme frénétique. Les niveaux approchent les 90% et donc nous avons une espèce d'engagement tout à fait déterminé dans cette nouvelle partie de l'histoire. Les Européens et les Occidentaux, les jeunes Européens et Occidentaux, Européens, Américains, Australiens, Néo-Zélandais, Canadiens,
sont assez largement favorables à la globalisation. Plus de 65%, mais encore une fois, je pense que les chiffres ne sont pas très commodes à présenter oralement. Donc la jeunesse du monde est très favorable à la globalisation. Il y a 4 exceptions nationales parmi les pays que nous avons étudiés. Sur les 25, il n'y a pas 130 pays, mais je le regrette beaucoup, et je fais appel d'ailleurs aux personnes qui voudraient qu'il y ait un plus grand nombre de pays. Les pays que nous avons étudiés font apparaître 4 exceptions, qui sont la Turquie, la jeunesse turque, qui sont la Grèce, le Maroc et la France. Et les jeunes Français sont, avec ces 4 jeunesses que je viens de citer, les seules jeunesses parmi les 25 que nous avons étudiées qui expriment une forme de désarroi, d'inquiétude, de scepticisme à l'égard de la globalisation. Et c'est très net, hein, les différences sont tout à fait marquées, et il se trouve que la deuxième enquête que nous avons réalisée avec l'ONU l'année dernière a montré le même clivage. Alors, je l'avais exclu l'année dernière, la Grèce, de notre panel pour des raisons évidentes, parce que la situation était si terrible que c'était un peu incongru d'aller interroger sur la vision de la globalisation. Mais enfin, pour la France, la situation était la même, ainsi que pour le Maroc et la Turquie. Il y a une jeunesse dans le monde qui est très très dépressive, qui est la jeunesse japonaise, qui est d'ailleurs la plus dépressive de toutes celles que nous avons étudiées, mais qui n'a pas ce rapport à la globalisation, qui a un rapport plus positif à la globalisation. Alors si on veut regarder un peu ce que dit la jeunesse de France par rapport à la jeunesse mondiale, on a posé beaucoup de questions. L'enquête dans son ensemble fait 26 000 pages, donc je ne peux pas la résumer ici. J'indique simplement qu'elle va être mise à disposition en open data complète. Chacun pourra utiliser toutes les données dans leur entièreté et dans toutes les langues. Donc simplement insister sur quelques points. Quand on regarde les réponses que font les jeunes Français à ces questions que nous avons posées, sur tous les compartiments de l'existence et les registres de la vie, il y a au fond une affirmation très paradoxale qui a depuis souvent été reprise et soulignée. Mais l'affirmation très paradoxale, c'est que les Français au fond expriment un point de vue qui pourrait se définir comme bonheur privé, malheur public. Et au fond, ce que nous disent les jeunes Français, c'est « moi ça va, mon pays non ». Et ça les caractérise, cette dissociation de jugement. Il n'y a pas de... ils n'inscrivent pas... il ne faut pas dire qu'ils sont pessimistes. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse qui consiste à dire que la jeunesse est pessimiste. Non. La jeunesse n'inscrit pas son optimisme dans un collectif national ou politique. Ce n'est pas la même chose. Et à cet égard, la jeunesse de France, comme toutes les jeunesses, à l'exception de la Suède et de l'Inde, que nous avons interrogées, à l'exception de ces 2 jeunesses-là, toutes les jeunesses expriment une défiance radicale à l'égard de tous les faits politiques institutionnels. Et d'ailleurs, puisque nous sommes à quelques jours d'un scrutin européen, l'Europe est même l'institution qui suscite le moins de défiance, si vous voulez. Et donc, l'euroscepticisme n'est pas en réalité quelque chose de plus consistant que le statoscepticisme ou le gouvernementoscepticisme. On ne sait pas très bien comment il faudrait l'indiquer. Mais en tout cas, toutes les institutions sont frappées de défiance, et c'est un problème majeur, évidemment, que de voir cette jeunesse planétaire et française aussi, exprimer cette défiance à l'égard des institutions qui la représentent et organisent les existants. C'est aussi sans doute, je pense, une des explications, cette incompréhension entre les nouvelles générations et les institutions, une explication ou une hypothèse explication de cette dissociation entre la perspective que l'on se donne à soi-même du point de vue personnel, y compris une perspective optimiste, et l'inscription, l'impossibilité de l'inscrire dans un collectif qui serait également optimiste. Moi, ça va, mon pays, ça ne va pas. C'est un peu ce que nous disent les jeunes Français, encore une fois. Et ce qui est frappant, c'est de voir que cette jeunesse française qui considère qu'elle-même s'en sortira mieux que son pays, cette jeunesse française se caractérise parmi les jeunesses du monde une nouvelle fois, non plus ici avec une espèce de réticence à l'égard de la globalisation, par laquelle je terminerai en essayant de formuler une hypothèse, se caractérise aussi par ce que moi j'appelle la construction d'un monde à soi, c'est-à-dire que les jeunes Français nous expliquent qu'au fond, leur vie s'organise avec des catégories comme la famille, les amis,
le travail et des projets que l'on trouve nulle part ailleurs exprimés avec autant de force et d'importance dans l'ampleur, je dirais, des réponses, qui sont et qui peuvent paraître d'une grande banalité, mais qui pour moi sont extrêmement intéressants à étudier, et que je ne trouve pas d'ailleurs si intuitifs que cela, qui sont trouver son logement, obtenir son logement, se loger, et fonder une famille. La famille joue un rôle extraordinairement structurant, que ce soit celle à laquelle on appartient encore en fonction de la classe d'âge, puisque les cohortes de 16 à 29 ans font que l'on peut passer d'un jeune adulte encore enfant qui est chez ses parents à des adultes même qui ont parfois des enfants. Et donc, selon les cohortes que l'on prend en considération, on voit bien que la famille compte de deux manières, celle d'où l'on vient ou à laquelle on appartient, celle que l'on fonde ou que l'on veut fonder. Et ce sont des points d'accroche très importants, manifestement, dans la construction de ce futur qui reste encore considéré comme optimiste, favorable par ces jeunes générations. Et je voudrais, si vous m'y autorisez, terminer par une hypothèse et puis une information que j'avais à l'esprit en venant aujourd'hui, cher Jean-Jacques Salin, pour à la fois réfléchir avec vous et saluer votre action qui nous ravit et qui vraiment force notre admiration, et je voulais m'associer à ce qui a été dit ce matin. Au fond, je dirais que la jeunesse française a, avec la globalisation, le problème suivant. Notre pays, la France, n'a pas réglé son rapport à la globalisation. Je crois que chacun le sait. Il semble fâché avec la globalisation, ce pays, notre cher pays, la France. Et je crois qu'on ne peut pas demander à la jeunesse de choisir entre aimer son époque ou aimer son pays. Et que les nouvelles générations, par toutes les questions que nous avons posées et dont je vous fais grâce, prouvent avec force qu'elles ont une passion pour leur époque. Comment d'ailleurs ne pas aimer son époque, en tout cas quand elle n'est pas tragique, cela paraît impossible, et en tout cas pas souhaitable. Elles aiment leur époque, les nouvelles générations françaises. Mais elles ont l'impression que leur pays n'aime pas le présent. Et c'est très difficile, ce déchirement auquel ces jeunes générations sont confrontées. Elles aiment aussi leur pays, bien sûr. Mais comment peut-on choisir entre son pays et son époque? C'est impossible. Et donc, tant que la France, comme entité communauté, n'aura pas réglé son rapport à la globalisation, n'aura pas trouvé le rythme à prendre, l'harmonie, la complicité avec cette nouvelle histoire de l'humanité, la jeunesse française qui veut être dans ce rythme, qui veut être avec cette histoire et dans cette humanité, subira cette espèce de torture qui est d'avoir le sentiment que l'on vous demande de choisir entre votre pays et votre époque, ce qui évidemment est impossible. Et je terminerai en disant que c'est une belle année 2014, Jean-Jacques Salin, pour saluer votre entreprise et vos initiatives, parce que c'est dans toute l'histoire de l'humanité l'année où il y aura le plus de naissances. C'est aussi la dernière, puisqu'à partir de 2015, il y aura un début de déclin démographique, très lent, mais enfin, nous sommes en transition démographique planétaire, et il est assez amusant de souligner que 2014 sera l'année record absolue de nombre de bébés qui vont naître. Et je termine vraiment en disant que ce qui me ravit, moi, particulièrement ce matin, c'est qu'on apporte la démonstration avec votre action, Jean-Jacques Salin, que l'entreprise est bien une institution politique, au grand sens du terme, au beau sens du terme, au sens noble du terme, et on voit bien à quel point cette action et cette institution, y compris sur le plan politique, est nécessaire. Merci beaucoup. Merci Dominique Régnier. Je rajouterais un point de votre étude que vous n'avez pas souligné, qui pourtant pour moi me paraît essentiel, et notamment dans le cadre du débat de ce matin, c'est la faiblesse dans les taux de réponse de la jeunesse française de son envie de gagner beaucoup d'argent. On se rend compte que dans leur aspiration à la vie, au bonheur, c'est pas l'argent qui est fondamental pour la jeunesse française, c'est véritablement, vous l'avez dit, la famille, c'est fonder une famille, c'est être heureux, c'est croire en son destin, croire en son avenir, mais pas make money, pas faire de l'argent. Et j'ai trouvé ça, contrairement à d'autres pays d'ailleurs, d'autres jeunesses dans d'autres pays, et j'ai trouvé que c'était suffisamment significatif pour être relevé. Merci en tout cas. Monsieur Lachmann, vous êtes
tout le monde vous connaît ici, ancien président de Schneider, je l'ai dit tout à l'heure, un des fervents défenseurs de l'apprentissage, dont vous estimez à juste titre qu'il est dévalorisé en France, pas assez porté, et on en voit le résultat depuis quelques années, puisqu'on a une chute du nombre d'entrées, alors que c'est un cursus de formation qui est exceptionnel et qui permet d'intégrer les jeunes dans l'entreprise véritablement. Quel est votre regard, à vous, sur cette jeunesse française, sur sa volonté de s'intégrer, sur les dispositifs qui sont mis en œuvre pour lui permettre de rentrer dans l'entreprise, et quel est un petit peu votre sentiment par rapport à l'avenir, à son avenir? Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, j'aurais tendance à rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, entre aimer son époque et aimer son pays. Je dirais les deux, mon général. Mais si les jeunes n'aiment pas ou pas suffisamment leur pays, c'est probablement parce que le pays ne les aime pas suffisamment. Et je trouve que nous avons une capacité extraordinaire, nous, génération N plus quelque chose, à transférer à nos jeunes toutes nos turpitudes et que nous n'assumons pas nos responsabilités en justement transférant à nos jeunes nos vertus, notre expérience, notre savoir, notre savoir-être, notre bon sens, etc. Et moi j'ai souvent l'habitude de dire que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup mieux que nous l'étions à leur âge. Malheureusement, c'est la société qui les rejette. Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire. Nous avons 150 000 gosses minimum qui sortent tous les ans sur une génération de 800 000, qui sortent tous les ans du système éducatif sans qualification ni diplôme. Nous sélectionnons systématiquement par l'échec. Nous avons le chômage des jeunes le plus important. Une société qui déporte ces jeunes comme nous le faisons, avec 25% des jeunes au chômage, est une société malade. Et moi j'étais ravi de rencontrer Jean-Jacques, d'ailleurs que je félicite pour sa nomination, et qui nous a rejoints dans notre association Télémac, qui est une association qui sélectionne par le succès, c'est-à-dire que nous sélectionnons des jeunes en fonction de leur potentiel et en fonction de leur volonté de réussir. Nous les suivons pendant 5 ans et nous avons des résultats absolument spectaculaires au baccalauréat. Près de 80% de nos jeunes issus du milieu défavorisé ont le bac avec mention, dont 20% avec mention très bien. Donc plus de 2 sur 30 avec les félicitations du jury. Donc quelque part, quand on suit les gosses de façon individuelle et qu'on les tire vers le haut au lieu de les déporter, eh bien on est récompensé. Vous pouvez nous donner quelques indications sur justement le process que vous mettez en place au sein de l'Institut Télémac pour aider ces jeunes et obtenir au niveau du bac ce taux de réussite? C'est quoi l'accompagnement? Télémac, dont le concepteur est ici présent, là, Patrick Gagnère. Télémac est une association qui est en partenariat avec les collèges et les lycées, suit les gosses de la 5e au bac et fait 3 choses. Premièrement, elle dote les gosses d'un référent scolaire, c'est-à-dire quelqu'un qui les suit individuellement au collège et au lycée. Elle donne à ce référent scolaire environ 1200 euros, 1200 à 1500 euros par an pour des dépenses exclusivement pédagogiques décidées par le référent, et pas qui vont au bistrot dans les familles. Et troisièmement, et c'est peut-être ce qui est le plus important, on dote le gosse d'un tuteur en entreprise, c'est-à-dire de quelqu'un qui suit le garçon, le gamin ou la gamine et qui la sort de son ghetto. Il la sort de son ghetto culturel, qui la sort de son ghetto de vie et qui, quelque part, lui montre un autre horizon. Et ça marche. Ça marche, ça a des succès formidables. Et nous faisons, parce que vous parliez tout à l'heure d'apprentissage, nous prenons des gosses dans la formation classique, mais nous prenons également des gosses dans la formation professionnelle. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle professionnelle. Donc des apprentis. Jean-Jacques vient d'en prendre d'ailleurs. Et pour les apprentis, c'est la même chose. Si vous voulez. Là aussi, quand on ne sait plus quoi faire d'un gosse, on le met en apprentissage. La formation en alternance en entreprise est également
un lieu de l'apprendre, notamment apprendre le savoir-être. Si les économies et la société allemande, suisse et autrichienne sont aussi performantes, c'est beaucoup grâce à l'apprentissage. Plus de 50% de leurs jeunes garçons et filles, col bleu, col blanc, sont formés en apprentissage. La formation dite classique n'est pas la seule formation qui vaille. Et il est regrettable qu'on ne sache pas sélectionner par le succès et le potentiel et qu'on ne prenne pas des gosses qui cherchent des solutions, des formations plus concrètes je pense que l'apprentissage est d'ailleurs plus adapté à la diversité de la société française que certaines formes de formation classique, mais quelque part, sélectionnons par le potentiel, tirons les gosses vers le haut et surtout arrêtons de le transférer de notre turpitude. À mon âge, je considère que ma responsabilité maintenant, quasiment ma seule responsabilité, c'est de restituer à nos jeunes, qui n'ont pas demandé à venir au monde, ce que nous avons appris et ce que nous savons. Or, pour l'instant, si les jeunes Français aiment leur époque et n'aiment pas leur pays, je pense que c'est essentiellement à cause de ce transfert, ce que moi j'appelle de turpitude. Donc une responsabilité collective. Oui, individuelle et collective, les deux. Comme je crois que nous sommes au déficit de collectif, je penserais plutôt sur le collectif. Comment avez-vous vu l'évolution de cette jeunesse au fur et à mesure du temps ? Dans ses aspirations, parmi celles que vous avez pu côtoyer, chez Schneider ou ailleurs ? Bon, d'abord, je vous disais, je trouve que les jeunes sont beaucoup mieux qu'on était que... Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus ouverts. Parce qu'ils ont une ouverture au monde beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, beaucoup plus large. C'est essentiellement dû aux moyens de communication et aux nouvelles technologies. Je pense qu'ils souffrent qu'on les rejette. Moi, je considère que les jeunes sont rejetés. Enfin, quand vous avez 25% des jeunes au chômage, c'est pas acceptable. Quand vous avez 150 000 gosses qui sortent sans qualifier, c'est pas de leur faute. S'ils sont ni qualifiés, ni formés, qui savent pas lire, pas écrire, c'est pas de leur faute. C'est notre faute, c'est notre responsabilité. Donc, je crois vraiment que le déficit de collectif de la société française commence par ce déficit vis-à-vis des jeunes. Et c'est un peu de l'égoïsme. Moi, je ne crois pas à l'altruisme. Je crois beaucoup plus à la solidarité et à la responsabilité. Et la société française est insuffisamment solidaire et responsable vis-à-vis de nos jeunes. Et je le pense vraiment. Moi, je me rappelle que dans le milieu des années 2000, vous avez été ambassadeur pour l'apprentissage. Ouais. On vous a demandé, c'était, je crois, sous le gouvernement de Dominique de Villepin. C'était Borloo. Oui. Borloo, voilà, qui vous avait demandé de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller convaincre les entreprises, ce que d'autres ont fait après, ou même avaient fait avant, pour essayer de porter l'alternance et l'apprentissage comme un cursus véritablement fondamental. Quel résultat ça a donné ? C'est un échec. Pourquoi ? C'est un échec parce que la société française n'est pas prête. Si vous voulez, les familles, les gosses, le système éducatif et les entreprises ne sont pas prêtes pour les entreprises à assumer cette responsabilité de formation, alors que c'est leur intérêt. La bataille de la compétitivité, on ne la gagnera que par la qualification des hommes et des femmes. On est dans un pays à haut salaire, à haute prestation sociale, il faut plutôt en être fier. Si on veut gagner la bataille de la compétitivité, ce n'est pas la qualification, ce n'est pas par les gens non qualifiés. Le système éducatif, bien, lui, il sélectionne par l'échec, il repousse vers l'entreprise ou vers la formation en alternance ou vers les CFA, les gosses dont elle ne sait plus quoi faire. Et les familles considèrent toujours que c'est Zola, que c'est sale, ils n'ont pas encore compris que c'était col bleu, col blanc, que c'était garçons et filles, et qu'on pouvait très bien se former alternativement dans un lieu de formation et dans un lieu d'entreprise. Je n'aime pas dire lieu de travail, parce qu'un lycée, c'est également un lieu de travail, et dans un lieu d'entreprise. Et je considère que, vu la situation de la société française, l'entreprise a un énorme avantage par rapport au système éducatif, c'est qu'elle a la capacité d'enseigner un certain savoir-être que la famille, l'église, l'école ne font plus. Mais c'est assez paradoxal parce que les entreprises, elles disent qu'elles ont du mal à recruter des personnes qui sont véritablement compétentes ou adaptées à leurs besoins. En les formant, elles le font. Et en plus, l'apprentissage, c'est quand même un taux de débouché qui est de l'ordre de 70 à 80%. Donc c'est antinomique. Et en plus, ce constat que vous faites, on le fait depuis très longtemps. Pourquoi ça ne bouge pas ? Pourquoi on n'arrive pas à casser
ces codes, ces référents en matière d'apprentissage qui font que ni l'entreprise, ni les familles, ni le système éducatif aujourd'hui ne le portent à sa juste place ou à son juste niveau? Moi, je n'ai pas la réponse. Mais vous avez un avis. J'ai une analyse. Bon, d'abord, les 500 000 emplois non pourvus, ces 300 000. Deuxièmement, nous sommes très court-termistes, les uns et les autres. Et que former un gosse, eh bien, on n'en aura les fruits que dans 3 à 5 ans. Troisièmement, on considère trop l'apprentissage comme de la pré-embauche. Or, l'apprentissage, c'est de la formation. Et former pour son écosystème est parfois plus important que de former pour soi-même. Non, c'est vraiment un problème de mentalité auquel s'ajoute un problème financier, parce qu'en dernière analyse, quand on regarde de près, et puis Bruno pourra le confirmer, quand on regarde le coût d'un apprenti, c'est plutôt élevé. C'est plutôt élevé par rapport à ce qu'on dit ou ce qui est apparent. C'est un investissement pour une entreprise, c'est un investissement. Soit pour la société, soit pour soi-même. Mais l'entreprise considère insuffisamment que c'est un investissement. Si vous voulez, la vie du gosse s'arrête quand il quitte l'école ou l'université, elle recommence quand il rentre en entreprise. Cette coupure est artificielle et les entreprises françaises se sont insuffisamment emparées de la responsabilité de formation. Elles ont abdiqué devant la responsabilité, ou sont trop abdiquées devant la responsabilité de formation, et elles laissent la formation trop au système éducatif, qui est en échec, qui est clairement en échec. Merci, Monsieur Henri Lachmann. Juste un petit mot, s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, nous cherchons des partenaires pour Télémac. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de pub. Aujourd'hui, vous êtes soutenu par une trentaine d'entreprises et vous avez, je crois, une centaine de partenaires, d'établissements partenaires. Oui, on a 350 gosses et je voudrais monter à 500 puis à 1000. Ça marche, c'est tout. Merci. Monsieur Guillaume Garot, vous avez le mauvais rôle de la matinée, puisque en tant que ministre du gouvernement Ayrault, vous êtes un petit peu redevable de la situation de l'emploi des jeunes, je dirais par collectif, de ces deux dernières années. On se rappelle très bien que pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait mis la jeunesse au cœur de sa politique. C'était une priorité de l'action qu'il allait conduire une fois élu à la présidence de la République. Et on voit que 2 ans après, la désillusion est toujours là, et que là, cette jeunesse, mis à part quelques résultats, notamment d'emploi d'avenir, mais ça, je pense que vous y reviendrez, la jeunesse ne se porte pas mieux aujourd'hui qu'elle ne se portait il y a 2 ans, et probablement qu'une grande majeure partie des constats que Dominique Régnier a fait et qui datent d'une période antérieure à l'élection présidentielle sont toujours valables aujourd'hui. Donc est-ce que, selon vous, et pourquoi François Hollande n'a pas réussi à réenchanter la jeunesse alors qu'il avait promis de réenchanter la vie, le rêve français en devenant président de la République? Vous travaillez au Figaro, vous, non? Oui, tout à fait. Je plaisante. Bon, d'abord, je voudrais, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, messieurs les présidents, vous remercier de votre invitation et puis, bien évidemment, saluer Jean-Jacques Salin, moi que j'ai connu comme maire de Laval, lui comme représentant de Zara France, et puis que j'ai suivi dans son action auprès des jeunes en particulier, avec cette idée très forte que c'est la confiance qui crée de la croissance, et que si on donne sa chance sans a priori à des jeunes, eh bien non seulement on leur ouvre une place, un avenir dans notre société, mais on contribue aussi à la création de richesses et au développement de l'entreprise. Et moi, je partage cette conviction avec Jean-Jacques, et je suis très heureux ce matin qu'il reçoive le prix Olivier Le Cerf. Alors, je vais répondre bien évidemment à votre question. Mais je voudrais aussi, si vous permettez, donner quelques éléments tirés de ma propre expérience pour enrichir les interventions de ceux qui m'ont précédé. D'abord, pour vous dire que je n'ai pas le sentiment, moi, qu'on puisse parler de la jeunesse ou des jeunes. Parce que ça vous paraîtra très évident, bien sûr, mais il y a sans doute des jeunesses, des jeunes, dans des situations de formation, des situations économiques, des situations sociales, tout à fait diverses, et à l'image de la diversité de la société française. Et allons plus loin, à l'image des inégalités qui traversent la société française. Il y a des jeunes qui vont très bien,
qui sont très insérés dans la globalisation. Et puis il y a des jeunes, évidemment, qui sont en galère complète. Il y a, c'est Henri Lachmann qui le rappelait très justement, 1 jeune sur 4 qui est au chômage. Il y a chaque année 140 000, par même de 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Et donc le scandale, il est évidemment là, et c'est là-dessus que nous devons agir lorsqu'on est en responsabilité publique. À côté de ça, pour éclairer aussi peut-être le propos de Dominique Régnier, moi je vais vous dire comment je perçois ces jeunesses aujourd'hui, où je vais plus facilement parler de la jeunesse, mais il y a quand même des traits communs à cette génération, en tout cas. D'abord, je la trouve très lucide par rapport au monde tel qu'il va. C'est pas du tout une jeunesse romantique telle qu'on a pu la connaître ou telle que certains ont pu l'être dans les années 60 ou 70. Ensuite, je crois qu'elle a le sentiment d'être sous-utilisée. Et il y a une vraie frustration aujourd'hui parmi les jeunes, c'est ce que disait aussi Henri Lachmann. Mais en même temps, elle n'est pas désenchantée. Et moi, je suis frappé de voir qu'il y a aujourd'hui des formes d'engagement dans la société qui sont réelles et qui sont extrêmement efficaces. Moi, je l'ai vu lorsque j'étais au gouvernement sur les questions agroalimentaires. Moi, j'ai vu des tas de groupes en France, de jeunes qui se sont constitués dans une forme juridique ou non, c'est-à-dire en association ou non, contre, par exemple, le gaspillage alimentaire. Il y a des initiatives passionnantes, extrêmement efficaces en termes de résultats, qui sont aujourd'hui conduites par des jeunes qui en veulent, qui sont évidemment loin des, on va dire, des formes classiques d'engagement dans les organisations, évidemment, telles qu'on les connaît de façon institutionnelle, mais qui sont en train de trouver leur place et d'inventer finalement une nouvelle forme de citoyenneté, et qui l'inventent d'autant plus facilement qu'il y a aujourd'hui des outils qui s'appellent les réseaux sociaux, et ça change tout. Ça change tout au rapport au monde, parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus horizontal, avec des engagements sans doute plus réactifs, plus ponctuels, mais qui, je le dis aussi, ont leur efficacité. Alors évidemment, ça interroge le politique et la façon dont les institutions classiques font de la politique, parce que les jeunes, ils sont assez absents des partis politiques aujourd'hui. Ils sont sans doute plus abstentionnistes que les adultes, et en nombre d'ailleurs. Sur le scrutin municipal là, de mars, je crois qu'il y avait 10 points d'abstention en plus chez les jeunes jusqu'à 25 ans. Donc c'est effectivement marquant. Ce qui veut dire que les partis politiques, ceux qui sont en responsabilité de la gestion publique, doivent interroger leurs propres pratiques et voir ensuite comment on peut nous s'adapter pour renouer le lien avec ces générations. Et c'est capital, parce que l'image qui est véhiculée parmi cette génération sur la politique, elle est catastrophique. Sans doute Henri Lachmann, mais en tout cas, je le trouve, c'est inquiétant, parce que ça nourrit l'abstention, mais ça peut aussi nourrir du populisme, il faut être clair. Bon. Quand la vision qu'une génération de la politique, c'est le petit journal de Canal, moi je rigole bien, petit journal, j'étais invité au petit journal, mais ça ne peut pas être simplement la porte d'entrée à la politique et à l'action publique, c'est pas possible. Bon. Si on maintient ces rapports de défiance, de méfiance entre cette génération et le monde adulte classique, ça n'ira pas. Et donc il va falloir que le monde classique adulte s'ouvre à cette génération dans ses façons d'intervenir dans la sphère publique, dans ses façons de poser des problèmes qui ne sont pas traités aujourd'hui par la sphère publique, la sphère politique. Et si on est capable de ça, je parlais du gaspillage alimentaire, mais je pourrais parler de la culture, je pourrais parler de l'humanitaire, je pourrais parler de l'environnement, de l'écologie, si on est capable de redonner du sens ou de donner du sens politique à des sujets qui ne sont pas aujourd'hui traités dans le débat public, dans le débat politique, alors
Avec les nouveaux outils, on est capable, je pense, de renouer ce lien de citoyenneté qui est indispensable, bien sûr, à une société, à un pays, et qui permettra aux jeunes non seulement de trouver leur place, mais d'être mieux acceptés, et au monde adulte d'accepter mieux ces générations qui arrivent. Alors, j'en viens à votre questionnement. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, hein, la gauche que vous avez fait depuis 2 ans, bande de feignants. Donc, je vous on a laisse le dire. les choses. Ça, c'est votre Oui, commentaire non, personnel. Je suis sur je la dis qualité ça de votre en souriant, action. bien évidemment. Je dis ça en souriant, bien évidemment. D'abord, pour dire que ce serait tellement bien, tellement simple, que les choses puissent, sur un claquement de doigts, comme ça, en 24 mois, changer du tout au tout. Je pense qu'il y a quand même certaines politiques où il faut de la continuité. Je parlais tout à l'heure de décrochage scolaire, mais je suis convaincu que Xavier Darcos ne me démentira pas en disant que j'imagine que lui, il avait travaillé sur cette question du décrochage et qu'il est indispensable que ministre après ministre, il y ait une constance d'action sur ces orientations qui sont fondamentales pour le pays. Bon. Ce qui veut dire que les résultats ne peuvent pas se mesurer du jour au lendemain. Néanmoins, bien sûr, il faut agir. Alors, vous l'avez dit, il y a ce qui a été fait contre le chômage des jeunes. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Je rejoins complètement Henri Lachmann sur l'apprentissage. Mais enfin, nous avons posé des tentatives. Ça s'appelle le contrat de génération, ça s'appelle le contrat d'avenir. C'est 100 000 jeunes qui bénéficient aujourd'hui d'un contrat d'avenir. C'est pas rien. Il ne faut pas regarder ça avec condescendance parce que pour le coup, c'est le pied à l'étrier, c'est la première ligne sur le CV et c'est une façon de pouvoir s'engager ensuite dans la vie professionnelle. Et puis, au-delà de ce qui a été fait pour l'emploi des jeunes, il y a 2 choses très importantes. Il y a le pari de la formation. C'est capital, c'est essentiel, c'est premier. Donc, c'est ce qui est fait sur le décrochage scolaire, c'est ce qui est fait en matière de moyens pour l'éducation nationale et de moyens en particulier pour les jeunes qui ont un parcours de formation long. Lorsqu'on augmente le niveau des bourses, même si ça reste modeste, et qu'on augmente le nombre de bénéficiaires des bourses, on donne sa chance à des jeunes, parce qu'on voit très bien aujourd'hui quels sont les jeunes qui galèrent et qui décrochent dans l'enseignement supérieur, c'est ceux qui n'ont pas les conditions de vie les meilleures, parce qu'ils doivent accumuler des petits boulots et qu'on ne peut pas faire 2 choses en même temps, être étudiant et travailler à côté si on veut mener à bien son parcours. Donc ça a été fait. Mais il y a aussi, au-delà de ce pari pour la formation et des moyens nouveaux qu'on met sur l'éducation, la formation supérieure et les conditions de vie des jeunes, étudiants ou apprentis, il y a aussi tout le combat contre les injustices et les inégalités dans la société que j'évoquais au début de mon propos, parce que c'est des inégalités d'accès à la santé. Il y a des chiffres qui sont édifiants de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de jeunes qui refusent, qui ne font pas le choix de se soigner pour des questions financières. Donc, lorsqu'on relève le plafond de la CMU pour permettre aux jeunes d'y avoir accès, c'est une vraie mesure de justice sociale et de santé publique. Lorsque, sur la contraception, on fait aussi des actions très, très tangibles pour que pour les mineurs, notamment, elles soient tout à fait gratuites, c'est aussi très, très important. Et là aussi, ça porte des résultats. Et puis, il y a, dernière chose sur j'arrêterai là mon propos, parce que je ne suis pas dans un catalogue à Prévert, mais il y a la situation des jeunes en entreprise. Et il faut dire les choses, il y a des jeunes qui se sont sentis, quand j'ai dit sous-utilisés, il y a aussi des jeunes qui se sont sentis abusés en entreprise, notamment avec, vous savez, la question des stages. Qui a été dévoyé, hein, il faut le dire aussi. Donc on a essayé de remettre de l'ordre là-dedans, de remettre des règles. Je pense que là aussi ça peut traverser les sensibilités politiques, parce que dès qu'il s'agit d'être dans une approche un peu plus éthique vis-à-vis de la place des jeunes dans la société et donc dans l'entreprise, je pense que là ça peut rassembler largement. Voilà, donc de la constance, de la continuité, mais de la détermination, parce que si on veut produire des résultats, c'est tous les jours qu'il faut travailler en ce sens-là. Ça concerne l'État, bien évidemment, ça concerne les collectivités locales, ça va de soi, ça concerne aussi les entreprises, c'est évident, et c'est bien le sens de ce que nous échangeons ce matin ici à la Fondation. Merci à vous.
Je vous poserai la même question que j'ai posée à Henri Lachmann, parce que le constat que Henri Lachmann a fait sur l'apprentissage, vous le faites également sur la place du politique, sur sa capacité à répondre dans la durée aux problématiques qui sont posées à la jeunesse. Je veux dire, quand on fait état des 150 000 jeunes décrocheurs par an, quand on fait état d'un taux de chômage des jeunes actifs de 25% en France, moindre que en Espagne ou en Grèce, etc., mais qui est quand même important et qui n'arrive pas à descendre en dessous de 25. Ce constat, d'autres l'ont fait avant vous, probablement que d'autres le feront après vous. Donc ce n'est pas une question effectivement de couleur politique ou d'obédience, libérale ou non, mais on a l'impression qu'on a du mal à sortir des constats et que l'action est difficile, que inverser la tendance, notamment dans notre pays, est très difficile et que la volonté ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours dans cette résignation et dans ce constat similaire d'année en année, je dirais même de cycle en cycle? Parce qu'on a d'abord un problème culturel. C'est que la société française ne reconnaît pas la valeur de l'apprentissage. Au-delà des discours convenus, tout le monde vous dira que c'est drôlement bien, l'apprentissage. Sauf, pardon ? Et voilà. Sauf que lorsque vous êtes parent et que vous avez, avec votre enfant, le choix à faire, étrangement, vous choisissez plutôt les filières longues, les filières universitaires classiques, que la filière apprentissage. Donc, il est là. Et lorsque Henri Lachmann dit qu'il y a un premier blocage, et il est là le frein, évidemment, un premier blocage au niveau de la famille et de l'entreprise, il faut qu'on arrive à casser ce nœud-là. Mais je n'ai pas la solution ce matin. Mais ce que je sais, c'est que il ne faut pas en rabattre sur la valorisation de l'apprentissage. C'est très important que dans le discours public, l'apprentissage soit toujours mis en valeur. Même si ça vous paraîtra ronronnant, imaginez ce que ce serait s'il n'y avait pas le discours porté par les responsables publics, les responsables des entreprises, les responsables des collectivités locales sur l'apprentissage. Alors là, pour le coup, on serait très en arrière. Henri Lachmann ? Oui, mais je crois qu'on joue petit bras, si vous voulez. Quand les différents gouvernements disent on va monter de 400 000 à 500 000, c'est petit bras. Moi, je crois vraiment qu'il faut faire de l'apprentissage une cause nationale et que le premier objectif, c'est 800 000. Et que, n'oubliez pas que la moitié des jeunes Allemands, des jeunes Suisses, des jeunes Autrichiens sont formés en apprentissage, en alternance. Bruno, qui a vécu longtemps en Allemagne, peut nous le confirmer. Si vous voulez, c'est vraiment dans le mental du Français, dans les codes des Français. Mais si on joue petit bras en disant on va augmenter de 10%, on n'y arrivera pas. Il faut marquer un grand coup. Pour moi, le grand coup, c'est doubler et en faire une cause nationale. C'est une cause nationale. C'est une cause nationale. Vous en avez été un des acteurs dans les années 2000. Voilà. Mais je veux dire, tous les politiques, y compris ceux-ci, je veux dire, ceux d'aujourd'hui, disent que l'apprentissage est une cause nationale. Il ne le faut pas. Et il n'y a pas d'effet. Et ça baisse. Ça baisse. Je veux dire, je rappelle les chiffres du début d'année. Je veux dire, on a perdu 8%. Il y a une baisse de 8% des entrées en apprentissage en 2013, qui est une première. Depuis des années, on a inversé la tendance. Là, on a retourné la courbe pour le coup. Et en 2014, sur les 2 premiers mois, c'est une baisse de 15%. C'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Et pourtant, c'est une priorité nationale. Oui, mais la responsabilité est très partagée. Il n'y a pas que le politique. Tous les acteurs de la société française sont responsables de cette dégradation. Mais l'objectif de 500 000 n'est pas atteignable, pour le coup. Parce que c'est l'objectif que s'était fixé tant l'ancien président que l'actuel. 500 000 alternants. C'est 800 000 qu'il faut, c'est pas 500 000. On n'arrive déjà pas à atteindre 500 000. Comment vous voulez que 800 000, ça soit crédible? Il faut comprendre son importance et sa dimension. Et moi qui suis issu d'entreprise, ça peut aussi commencer par les entreprises. Si vous voulez, pour l'instant, les entreprises de 250 personnes ont une obligation d'avoir 4% de leur effectif français en apprentissage. La plupart ne l'ont pas, parce que la pénalisation, c'est comme pour les handicapés, que la pénalisation est trop faible. Moi, je ne suis pas très favorable au quota, mais pour faire prendre la mayonnaise, peut-être qu'il faut le faire. Dominique Régnier, on présente souvent la jeunesse française comme une jeunesse qui zappe notamment dans la défense de ses causes. Elle va passer d'un combat à un autre. Il n'y a pas de. Est-ce que vous voyez, vous, un lien, une constance dans la capacité de la jeunesse française à défendre des causes ou à s'engager sur des problématiques particulières? Alors, bon, je profite pour dire qu'effectivement, comme il a été dit, il n'y a pas une mais des jeunesses. On parle ici, en peu de temps, un peu par commodité.
mais il faut le rappeler, c'est bien de le dire. Et sur cette question difficile que vous posez, écoutez, je crois qu'il ne faut pas confondre un phénomène qui s'observe en France, mais aussi dans d'autres démocraties, marqué par un retrait impressionnant et à vrai dire même particulièrement problématique de la jeunesse pour les formes classiques de l'action politique. Les partis politiques n'ont pas de jeunes, les partis d'ailleurs ne font pas ce qu'il faut pour avoir des jeunes. Il y a tout un sujet sur la rotation des charges et le conservatisme des organisations collectives partisanes ou sociales, donc ça c'est un sujet, mais les jeunes répondent par le retrait. L'abstention est massive, ça a été dit. Je vais prendre un chiffre que je trouve terrible, assez triste, parce que, bon, à un moment donné, ça va quand même finir par avoir des conséquences. L'élection européenne, le Parlement européen, c'est la première assemblée post-nationale dans l'histoire démocratique. C'est la seule à ce jour. Personne n'a jamais fait ça. C'est une assemblée magnifique. L'idée est magnifique. Par-dessus les nations, fabriquer une assemblée qui représente des peuples et qui sont désignés, dont les membres sont désignés au suffrage universel direct. Chez les 18-24 ans en Europe, l'abstention est à 80%. Et donc, cette assemblée, il n'y a pas plus, je dirais, contemporain que cette assemblée-là. Quand on cherche à démocratiser la globalisation, réguler la globalisation, comment ne pas le faire avec des assemblées élues de cette manière. Et donc, c'est un calicot. Oui, non, il prend la salle avec un calicot. La première fois que je suis ici, je suis impressionné. Oui, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, vous avez raison. Et donc, il y a cette espèce de désertion électorale. Il y a l'autre aspect aussi, qui a été indiqué par vous, monsieur le député. Il y a l'autre aspect qui est le vote populiste. Ce n'est pas un exposé sur le populisme, je vous rassure, et ce n'est pas le lieu. Mais enfin, le Front National, par exemple, c'est un parti qui est autorisé, hein, mais enfin, le Front National rencontre un succès particulier chez les 18-24 ans, et en particulier quand ils ne sont pas diplômés. Et là, on pourrait désigner... Et c'est un phénomène qu'on retrouve en Europe. C'est-à-dire que les jeunesses européennes, qui s'abstiennent beaucoup, votent davantage cependant pour les partis protestataires. Et quand ce sont des jeunesses non diplômées, il y a une espèce, je schématise un peu, une espèce de préférence pour des partis de rétractation en quelque sorte, hein, ou des partis qui sont en rupture, en opposition. Donc ça, ce sont des phénomènes qu'on observe. Mais en même temps, attention, je crois que tout le monde le sait ou le sent, attention, les formes d'engagement se modifient, l'engagement collectif demeure, l'intérêt associatif est maintenu, en effet, et puis il y a des causes qui ne sont pas nécessairement politiques pour des observateurs comme moi, par exemple, mais qui en fait le sont dans l'esprit de ceux qui s'y engagent ou qui les soutiennent. Ça peut se faire au détour d'une préférence culturelle, du soutien à une œuvre cinématographique, à une chanson, à un groupe de musique. Enfin, il y a des formes, ou même à une équipe de foot éventuellement, il y a des formes qui ne sont pas immédiatement politiques avec des lunettes, je dirais, classiques de politologues, mais qui peuvent l'être en réalité dans l'esprit de ceux qui s'y reconnaissent. Et puis, ce qui est certain aussi, c'est que ces générations, et là, moi je suis, enfin, c'est vrai que c'est un grand changement par rapport aux générations antérieures. Hein. Il y a les effets, là, il y a un effet de génération. Hein. Il y a le fait de chaque année vieillir un peu plus, hein, qui fait que voilà, tout le monde subit ou vit cette transformation, avec les conséquences que ça peut avoir, y compris sur le plan culturel ou psychologique, mais il y a aussi les effets, les moments historiques. Hein. Et là, nous avons des générations... Écoutez, les jeunes qui, en ce moment, sont socialisés à l'accès à la connaissance par le toucher, hein, sont en train de préparer une nouvelle rupture générationnelle. Enfin, je ne sais pas si cet accès va se développer ou s'installer, ou s'il y aura un retour, mais sans se payer de mots et sans prononcer des phrases ronflantes, quand même, depuis l'invention de l'écriture, c'est pas comme ça qu'on faisait. Donc, ça fait longtemps maintenant. Et donc, nous avons des jeunes qui, vous le savez bien,
prennent ce que nous on va appeler un magazine, tapent dessus et s'étonnent que ça ne marche pas. On voit un iPad en panne, là où nous voyons, nous, un magazine. Hein. Donc, ces jeunes-là qui ont 4, 5, 6, 7 ans aujourd'hui, quand on va les avoir, alors à l'université, s'ils y vont, parce que je ne sais pas si l'université existera encore à ce moment-là dans 10 ans, mais en tout cas, le rapport sera très différent, et à l'entreprise et à l'université. Donc, je termine par cette remarque qui est que cet engagement politique au sens fort des nouvelles générations, il est globalisé. C'est-à-dire que toute une série de sujets qui sont pour nous des sujets alors, relativement nouveaux, on s'y est habitué, parce qu'on a besoin professionnellement de s'y habituer, mais ces sujets nouveaux ou relativement nouveaux, comme par exemple le réchauffement climatique, les grands flux financiers, les pandémies, les mouvements culturels transnationaux, tous ces phénomènes-là sont des phénomènes qui sont présents, évidemment, dans la représentation mentale, dans les réflexions de ces jeunes gens, qui s'inscrivent beaucoup plus qu'autrefois dans la globalisation par leur propre existence. Et c'est pour ça que nous voulons à la Fondation de consacrer une étude à ce sujet trop d'émigrés, avons-nous intitulé l'étude, point d'interrogation. C'est pour ça qu'il y a en effet beaucoup de jeunes qui quittent la France, ou d'ailleurs d'autres pays que la France, hein, ce n'est pas le seul pays touché. Ça n'est pas nécessairement un phénomène entièrement négatif, il est aussi possiblement la conséquence d'une inscription différente, mais beaucoup plus franche, dans une scène politique et sociale qui est planétaire. Merci. Merci, Monsieur Régnier. C'est la fin de cette première table ronde, puisque le calendrier tourne et l'heure tourne. On doit passer à l'étape d'après. Monsieur Lachmann, merci. Monsieur Garot, merci. Et Monsieur Régnier, merci. À tout à l'heure. Et Monsieur Landré, merci également. Mes compliments à tous les artisans de cette passionnante table ronde. Je vois qu'au programme devait intervenir maintenant une intervention vidéo. Je vais demander à la technique de la mettre en œuvre. C'est une intervention du président d'Inditex, M. Pablo Isla. Bonjour, señores miembros de la Académie de Sciences Morales et Politiques, de l'Institut de l'Entreprise, de la Fondation Nacional pour l'Enseignement de la Gestión des Entreprises, señoras y señores. Es para mí un honor participar hoy en este acto de entrega del premio de la Fundación Olivier Le Cerf a nuestro director general en Francia, Jean-Jacques Salaun. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder estar personalmente, pero no quería dejar de participar en este acto, aunque fuera a través de este vídeo. Digo que para nosotros, para toda la empresa, para todo Inditex, es un orgullo el hecho de que Jean-Jacques Salaun reciba este premio por un proyecto como el Projet Jeune, el proyecto Jóvenes, un proyecto tan querido dentro de la empresa. Hoy toda la compañía nos sentimos representados por Jean-Jacques. Este proyecto de integración de personas provenientes de entornos con dificultades es un proyecto que nació en Francia de la mano de Jean-Jacques hace ya muchos años, que este año vamos a hacer la 15ª edición. Más de 200 personas se han incorporado a nuestro grupo a partir de este proyecto, que posteriormente hemos trasladado a España. En España llevamos ya entre Madrid y Barcelona 5 ediciones y que estamos incluso pensando trasladar a otros países. Como digo, es un proyecto que nos llena de orgullo y todos hoy nos sentimos representados por Jean-Jacques. En Inditex entendemos la gestión empresarial desde el prisma de la responsabilidad. Esta responsabilidad se traduce, como no puede ser de otro modo, en la relación con nuestros empleados, en la relación con nuestros clientes, en la relación con nuestros proveedores, en la relación con nuestros accionistas, en la relación con el medio ambiente y en la relación con la sociedad en su conjunto. Me voy a referir muy brevemente a cada uno de estos ámbitos. Por lo que respecta a la relación con nuestros clientes, desde Inditex mantenemos los estándares más exigentes en todo lo que tiene que ver con la salud y seguridad de producto. Desde el punto de vista de la relación con nuestros empleados, para nosotros es clave palabras tales como el respeto, la formación, la promoción interna,
Dentro de la empresa trabajamos personas de más de 140 nacionalidades y esta diversidad cultural, lingüística, es un factor de enriquecimiento permanente. Responsabilidad, como decía, también con nuestros proveedores. Tenemos nuestro código de conducta, tenemos el acuerdo con Industrial, la representación sindical a nivel internacional más importante en el mundo y desarrollamos un montón de planes de acción, de mejora de las condiciones laborales en los diferentes países y con los proveedores con los que trabajamos, en muchos casos con relaciones de larguísimo plazo, de más de 20 o 25 años. Responsabilidad también con nuestros accionistas, transparencia, gobierno corporativo, pertenencia a los índices de sostenibilidad. Responsabilidad con el medio ambiente. La variable medioambiental está permanentemente implícita en todas nuestras decisiones de trabajo y además tenemos un proyecto muy ambicioso, el proyecto de la tienda ecoeficiente, que tiene como objetivo no solo que las tiendas nuevas, que por supuesto ya lo son todas, sean ecoeficientes, que significa que tienen muchísimo menos consumo, muchísimas de agua, de electricidad, muchísimas menos emisiones de CO2, sino también la progresiva transformación de toda nuestra red de tiendas para que en el año 2020 todas las tiendas del grupo Inditex sean tiendas ecoeficientes. Y decía también responsabilidad con la sociedad. Esta responsabilidad con la sociedad se manifiesta a través de proyectos de colaboración que tenemos con entidades que nos dan muchísimas garantías, como es Médicos Sin Fronteras, como es Cáritas, como es la Fundación Entre Culturas y, por supuesto, también a través de proyectos propios. Y es aquí donde un proyecto como el Proyecto Jóvenes, que representa a Jean-Jacques Salaun y al que se debe el premio que hoy se le entrega, tiene una importancia muy especial. Como decía al principio de mi intervención, toda la empresa nos sentimos totalmente identificados con este proyecto, toda la empresa nos sentimos hoy representados por Jean-Jacques. Es un enorme motivo de satisfacción este reconocimiento, porque es un reconocimiento a lo que más valoramos, que es esa vertiente social, esa vertiente de responsabilidad dentro de nuestra empresa. Nada más por mi parte. Volverles a reiterar que para mí es un orgullo participar hoy en esta sesión, aunque no lo haya podido hacer personalmente y sea a través de este vídeo, y felicitar a Jean-Jacques, como digo, que hoy nos representa a las 140.000 personas que formamos el grupo Inditex en todo el mundo. Muchísimas gracias. Bien, mesdames et messieurs, d'abord je voudrais à mon tour remercier tous ceux qui ont participé à cette matinée et qui vont y participer encore, puisqu'il y aura une autre table ronde après la remise du prix. Et je retrouve ici un grand nombre de personnes que j'ai croisées déjà plusieurs fois dans ma carrière. Bruno Lafont, Xavier Huard, Dominique Bon, Henri Lachmann. Nous avions travaillé ensemble sur ces questions d'apprentissage. Dominique Régnier, évidemment, à qui me dit un lien d'amitié très ancien. Et puis, monsieur le ministre Guillaume Garot, je suis heureux de saluer. Mesdames et messieurs, c'est un moment agréable qui arrive et c'est une tâche qui est pour moi tout à fait agréable aussi que de remettre le prix Olivier de Serres que vous a décerné notre Académie, cher Jean-Jacques Salain. Je regrette évidemment que celui qui aurait voulu le faire lui-même, M. Collomb, soit aux États-Unis, mais je suis heureux de le faire cependant. D'abord parce que c'est toujours agréable d'honorer quelqu'un qui mérite une distinction, mais aussi parce que, plus spécifiquement, la nature de votre engagement en faveur de l'insertion dans l'entreprise des jeunes en difficulté, évidemment, va droit au cœur des préoccupations de notre Académie, et je peux le dire de moi-même, puisqu'une grande partie de ma carrière a tourné autour des questions de la formation de la jeunesse. Mais notre Académie est, d'une manière générale, sensible à ces questions, au sort que l'on fait à la jeunesse dans notre pays. Et la première table ronde que vous venez d'entendre a montré qu'on pouvait progresser. J'ajoute d'ailleurs que, puisque deux choses n'ont pas été dites que je voudrais signaler, c'est que pour autant, lorsqu'on regarde les chiffres globaux qui sont consacrés à l'insertion professionnelle, on parle de quelque chose comme 30 milliards chaque année, la discrépance, la non-coïncidence entre un tel engagement et ses effets rend encore plus cruel l'ensemble du constat que nous venons de faire.
Alors, dans notre académie, nous avons Yvon Gattaz qui nous rappelle pratiquement tous les lundis son engagement en faveur de jeunesse et entreprise, de quelques sujets que l'on parle d'ailleurs. Il intervient sans cesse à ce sujet, mais il a un très bel écho auprès de notre Assemblée parce que, de fait, chacun d'entre nous, venant d'horizons très divers, avec des itinéraires extrêmement variés, notre académie est très composite, tous, nous sommes soucieux évidemment de ce qui relève de la transmission et donc forcément de l'insertion. Nous avons d'ailleurs, il y a quelques années, publié aux éditions du Seuil un rapport de deux membres de notre académie, qui étaient deux anciens premiers ministres. C'était en tout cas eux deux qui avaient signé ce rapport, Pierre Mesper et Raymond Barre, qui s'appelait « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Et ce rapport dénonçait déjà les rigidités du marché du travail hexagonal qui privilégie l'emploi des parents, des 35-55 ans, au risque de l'exclusion temporaire des enfants ou des grands-enfants. Dominique Régnier l'a très bien expliqué tout à l'heure. On appelle enfants des gens qui montent 20 à 35 ans, évidemment. C'est un constat assez large, surtout si on se souvient qu'enfant, à l'origine, ça signifie celui qui ne parle pas. Ce constat, donc, a été fait il y a maintenant 8 ans, mais il n'a pas perdu de son actualité et la prise de conscience de ce problème a sans doute progressé. J'ajoute d'ailleurs que si les chiffres que rappelait tout à l'heure M. André sont plus mauvais dans ces 2 dernières années, c'est peut-être quand même lié aussi à d'autres phénomènes qui sont tout simplement ceux de la crise et qui font que les entreprises, du coup, se replient sur la protection de ce qu'elles ont déjà plutôt que sur la création d'emplois nouveaux. Mais enfin, les jeunes auxquels vous êtes intéressés depuis 2008 sont victimes désormais d'une exclusion très brutale. Henri Lachmann l'a dit tout à l'heure, il a rappelé les chiffres qui sont totalement effrayants. Pour qualifier ces jeunes décrocheurs, sans formation, sans qualification, auxquels vous proposez un emploi et un avenir, je dirais volontiers qu'ils sont des exclus de l'espoir, de l'espérance, et sans perspective d'une intégration normale dans une société. Et à ces jeunes sans rêve d'avenir, à qui on voudrait pourtant demander tant, eh bien vous offrez la réalité d'un travail et donc une confiance retrouvée. Alors, je rappelle le dispositif que vous avez mis en place, c'est Jean-Jacques Salin, un premier tri fait par les missions locales, dont il faut saluer le travail d'ailleurs, 15 jeunes volontaires qui sont sélectionnés par semestre, et parmi les profils retenus, des jeunes femmes mariées de force, des réfugiés politiques totalement démunis, des jeunes en rupture avec leur famille ou la société, et ces jeunes, sitôt sélectionnés, sont envoyés pendant 15 jours dans un hôtel de la région parisienne où ils sont coachés, encadrés 24 heures sur 24, s'enchaînent des cours de théâtre, d'expression, de vente, de cuisine, mais aussi la visite de personnalités qui viennent leur parler de leur métier, de leur passion. J'ai lu d'ailleurs dans les rapports que font ces jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif que c'est un aspect qui les a beaucoup touchés, que viennent leur parler des personnalités importantes, d'égal à égal, et ils citent tous cet exemple. Par exemple, ils citent Raymond Domenech, un habitué de vos sessions. Ces visites sont d'une importance cruciale. Elles incarnent une idée simple. L'avenir est possible et nous sommes là pour vous tendre la main. Et donc, cher Jean-Jacques Salin, vous sortez ces jeunes de leur quartier, voire de leur rue, vous les formez à la vente, et l'action pourrait s'arrêter là, mais non, vous faites en plus œuvre de formateur immédiatement, mais ensuite vous poursuivez en les engageant sur la base d'un CDI à temps plein, payé 6% au-dessus du SMIC, autant dire le Graal pour cette génération. Et vous allez nous expliquer, aussitôt après la remise de cette médaille, comment ce projet impliquait des formations au sein de votre entreprise et comment vous avez réussi, par le dialogue social, à obtenir que ces postes de travail soient effectués dans 2 magasins. Alors, une fois leur formation terminée, vos jeunes sont envoyés pendant une semaine dans des magasins où ils sont encadrés par un tuteur, conformément à ce que aussi souhaite la Fondation Télémac, et avant de repartir une semaine pour une dernière formation à des techniques de vente. Après un mois à ce régime, vous vous assurez qu'il est impossible de distinguer dans le personnel les jeunes qui ont suivi cette formation des autres. C'est un dispositif qui porte votre marque. Peut-être allez-nous nous livrer
quelques éléments de votre psychologie qui pourraient éclairer les raisons de votre engagement dans cette cause, mais en tous les cas, ce que chacun sait, c'est que vous y êtes impliqué personnellement et que le respect, l'amitié que vous avez suscité chez les personnalités qui sont exprimées avant nous tiennent autant à votre personne, je pense, qu'à vos actions. Et donc je serais heureux, comme nous tous, je crois, de vous entendre exprimer ce qui vous a conduit à cette réussite. Cette expérience socialement responsable, comme on dit aujourd'hui, est avant tout l'expérience de rencontres singulières, comme toujours, qui marquent le destin de ces jeunes. Et vous l'exprimez très bien, je vous cite, « Le simple fait de leur faire confiance, une première pour ces jeunes totalement laissés pour compte, est énorme. C'est probablement l'une des clés du succès de l'opération. En instaurant le cercle vertueux de la confiance sur lequel il devient possible de construire, vous faites plus que leur donner un travail, vous les reconnaissez comme sujets, comme personnes et comme acteurs de leur destin. Quelle plus belle mise en pratique de la formule d'Olivier de Serres, l'homme au cœur de l'entreprise. Voilà toutes les raisons du choix qui s'est porté sur vous, afin que vous deveniez le lauréat 2013 de la Fondation Le Serre. Au nom de nous tous, je vous en félicite, je vous en remercie, et je vous remets la médaille du prix Le Serre 2013. Monsieur, vous avez la parole. Je suis venu. Alors, avant toute chose, je sais que M. Collomb aurait été vraiment ravi d'être présent aujourd'hui. Il était très attaché, il est très attaché à ce prix, donc une petite pensée avant toute chose. Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs. Cela a été vraiment pour moi une véritable surprise et un très grand honneur d'avoir été désigné comme lauréat du prix Olivier Le Serre pour l'année 2013. Surprise, car je suis certain que nombreux sont les chefs d'entreprise qui, ayant mis l'homme au cœur de l'entreprise, auraient mérité tout autant que moi d'être à ma place aujourd'hui. Je vais alors savourer ce plaisir et prendre un peu de votre temps afin d'essayer de vous donner ma vision de ce qu'est le management humaniste. Le premier ingrédient indispensable à la mise en place d'un management humaniste est sans aucun doute l'environnement professionnel proche. En effet, l'entreprise, par le biais de sa culture, doit être un parfait terreau pour faire pousser des volontés d'altruisme, sans pour autant perdre des objectifs d'efficacité économique. Pour ma part, j'ai une chance extraordinaire, celle de croiser le chemin d'un homme d'exception qui a construit son entreprise sur un modèle économique performant, mais n'en oubliant pas les hommes et les femmes qui la composent. Oui, Amancio Ortega, excusez-moi, je ne suis pas très habitué à être dans une salle comme celle-ci. Mais je pense qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui, à ma place, seraient pareilles. Mais bon, donc, voilà. Donc, de croiser le chemin de M. Ortega, qui fait partie de ces entrepreneurs pour qui les hommes qui composent son entreprise sont les pierres formant le socle de la réussite. Il n'est pas besoin de travailler au quotidien avec quelqu'un pour bénéficier de ses conseils, de sa vision. Je me souviens de chacune des discussions que j'ai eues avec lui, et notamment, lorsqu'en lui parlant de la responsabilité sociale des entreprises, il me faisait remarquer que sur ce plan-là, on ne devait pas faire les choses par obligation, mais par volonté. Et je crois qu'il a raison. Oui, c'est bien grâce à M. Ortega que je suis ici aujourd'hui, car sans son accord, ou plutôt son encouragement quand je lui ai parlé du projet jeune, jamais celui-ci n'aurait vu le jour. Une entreprise où les hommes sont au cœur de celle-ci, cela dépend aussi de l'actionnaire, du propriétaire, car quelque dirigeant que ce soit, sans l'assentiment de l'actionnaire, les démarches humanistes resteraient limitées. Après, tout est une histoire de volonté politique que vous devez partager en tant que dirigeant avec votre équipe. La chance que nous avons chez Inditex, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que notre fondateur a choisi un homme pour le succéder à la présidence de l'entreprise, et comme il n'est pas là, je peux en dire du bien, ayant la même volonté de lui mettre aussi les hommes au centre du dispositif, une même volonté de continuer la culture d'entreprise. Pablo Isla a su faire évoluer notre entreprise sans pour cela revenir sur les principes de direction, sans perdre notre culture qui est notre force. En rentrant chez Zara,
On apprend les principes de direction basés sur la communication ouverte et le traitement digne et juste. Cela ne doit pas être des vieux pieux, mais la réalité au quotidien. Et pour les 1800 managers d'Inditex France, cela doit se traduire par une plus grande attention à leur équipe. Que l'on soit agent de maîtrise ou cadre, directeur de magasin ou cadre dirigeant, nous avons tous l'obligation de faire en sorte que nos collaborateurs soient heureux dans leur travail. Depuis de nombreuses années, je termine régulièrement les lettres que j'adresse à mes collaborateurs à l'occasion des fêtes de fin d'année ou de certains événements par cette expression bien connue « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à vous » et d'autre part, n'acceptez pas de vos managers ce qui n'est pas acceptable. Pour faire en sorte que vos collaborateurs soient heureux de travailler dans une entreprise, c'est en fait relativement simple. C'est un peu comme une fusée à 2 étages. Le premier étage, ce sont les basiques. Il faut qu'ils se sentent reconnus dans leur travail, qu'ils aient la possibilité d'évoluer, qu'ils aient un salaire juste par rapport à leur investissement et à la responsabilité qu'ils ont, enfin qu'ils reconnaissent les compétences de leurs responsables hiérarchiques directs. Le deuxième étage est plus compliqué. Il faut qu'ils soient fiers de leur entreprise et de ses dirigeants, qu'ils en partagent les valeurs et la culture, qu'ils aient confiance en elles et donc en eux pour leur propre avenir. Le carburant pour faire avancer la fusée, c'est la communication ouverte, qui doit permettre de faire remonter quelques dysfonctionnements que ce soit. D'ailleurs, une des fonctions des syndicats est de favoriser un autre canal de communication afin de solutionner les problématiques tant personnelles que collectives, ce qu'ils font très bien chez nous. En résumé, ce que nous essayons de faire au quotidien dans notre entreprise est de faire en sorte que la totalité des collaborateurs soient heureux. Chez Zara France, grâce à une équipe exceptionnelle, parce que j'ai effectivement cette chance, nous essayons d'aller plus loin et de faire en sorte d'apporter très modestement des solutions pragmatiques aux situations que subissent nos salariés. Pour exemple, au niveau de la précarité des travailleurs à temps partiel, nous avons mis en place il y a de cela 7 ans les temps complets sur 2 magasins, solution qui permet aujourd'hui à plus de 650 personnes à temps partiel de bénéficier d'un temps complet et donc de vivre correctement. Cette solution a été mise en place sans pour cela nuire au fonctionnement des magasins qui ont eux besoin de salariés à temps partiel. Aujourd'hui, nous développons les temps complets sur 2 enseignes et ça en fait 90 de plus. D'autre part, alors que les textes légaux depuis le 1er janvier 2014 obligent les entreprises à ne pas employer des salariés à temps partiel avec des contrats inférieurs à 24 heures, sauf demande du salarié, cela faisait 7 ans que chez nous, le contrat minimum pour les temps partiels avait été fixé à 22 heures. C'est comme le salaire minimum. Tout à l'heure, vous faisiez remarquer, M. Darcos, qu'effectivement, il est à plus 6%. Le SMIC est à plus 6%. Et ça, c'est une réalité depuis une douzaine d'années. Face aux situations d'urgence auxquelles nos collaborateurs peuvent se trouver confrontés, nous avons créé avec le comité d'entreprise une commission sociale que nous finançons conjointement avec lui, et celle-ci peut apporter des réponses concrètes, comme des nuits d'hôtel pour des femmes mises dehors de leur domicile, ce qui arrive, hélas, trop souvent dans la population de nos magasins. On pourrait aussi parler de la promotion interne, qui fait que près de 98% de nos cadres sont issus de celle-ci, et ce grâce à notre fameux plan de potentiel créé il y a de cela 12 ans. Le plan de potentiel est un système de formation continue, où les 380 personnes qui y sont présentes sont évaluées régulièrement, et où dès lors qu'une personne atteint une note de 12 sur 20, il lui est confié des missions de responsable. C'est le vivier duquel on sort la majorité de nos cadres et qui permet d'ouvrir de nouveaux magasins avec des personnes connaissant parfaitement notre culture d'entreprise. Oui, nombreux sont les projets que nous menons avec nos partenaires sociaux pour faire en sorte que nos salariés soient heureux de travailler chez nous et fiers de leur entreprise. Parmi tous ces projets, il y en a un dont nous sommes effectivement plus fiers, c'est le projet jeune. C'est le projet jeune parce que on avait donné ce nom, car à l'époque, on avait considéré que c'était les jeunes qui devaient être la priorité, et notamment les jeunes exclus. Une fois l'accord de M. Ortega obtenu, à titre d'anecdote, c'était quand même un moment assez particulier, puisqu'il m'avait précisé, une fois que je lui ai raconté l'histoire, en lui expliquant qu'on allait recruter des jeunes, les mettre dans un hôtel, les payer dès le premier jour sur une base de CDI, il s'était tourné vers moi, il m'avait dit « Que bonito, que bonito ». C'est juste une parenthèse. Donc, une fois que l'accord de M. Ortega, j'ai proposé lors d'un comité d'entreprise au syndicat qu'il souhaiterait d'y être partenaire, un vrai partenaire. Michel Paras, qui est notre représentant Force ouvrière, a tout de suite précisé que cela l'intéressait et a participé pleinement à l'élaboration de ce programme de formation. Le théâtre, c'est son idée, et c'est une belle idée. Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, a tout de suite adhéré au projet, et s'il n'était pas retenu à Berlin pour des raisons de congrès, il vous confirmerait les divergences de point de vue tout amicales que nous avions sur la communication de ce projet avec les autres entreprises. C'est vrai que j'ai eu l'idée. Mais qu'est-ce que c'est, une idée, si elle n'est pas mise en pratique ? Le projet jeune est alors devenu un véritable projet collectif, notre projet collectif.
excusez-moi, sans Virginie, qui à l'époque était directrice des ressources humaines de la France, il n'aurait pas été plus loin qu'un stade de projet. Car alors, l'idée était folle, elle l'appuyait et elle l'a mise en pratique. J'ai beaucoup de chance, car sa remplaçante Marion a suivi et adhéré de la même façon aux idées. Ce projet n'aurait pu exister sans notre département formation, car avec le grand dévouement et le professionnalisme de Sophie, sa responsable, elle a mis toute son énergie afin que les 14 promos se passent bien. Oui, merci, Jocelyn, Juliette, Gabriel, Roxane, qui à chacune de mes idées n'ont pas dit que j'étais un peu fou, mais au contraire, se sont investis pour faire en sorte que ça soit une parfaite réussite. Alors c'est vrai que les 30 km à pied, c'était une idée un peu folle, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'on va passer à 50, ça sera beaucoup plus simple. Bon. Et puis, il y a tous les intervenants extérieurs. J'en ai sollicité beaucoup de mes amis pour montrer à ces jeunes que c'est la passion, mais j'ai aussi la chance que d'autres personnes que je ne connaissais pas personnellement aient répondu présentes. Alors, merci Raymond, qui a fait toutes les promotions, sauf une, pour cause de Coupe d'Europe. Merci Frédéric, en tant que champion du monde de pâtisserie, qui a amené ses macarons. Yves, notre master chef à nous. Merci Fernando, notre jeune retraité, qui a été le premier intervenant espagnol. Merci Alain, qui a su gagner toute leur attention, surtout quand tu leur as parlé de ta présidence du PSG. Merci Monsieur Collomb, qui a su les captiver en parlant de sa vie passionnante d'entrepreneur. Merci Guillaume, qui a su montrer à quel point un ministre pouvait être un homme accessible. Et merci Frédéric, d'avoir fait 2 fois suite la marche. Et, enfin, c'était plus facile pour toi, c'est vrai. Oui, ce sont plus d'une 50aine d'intervenants qui sont venus partager avec la passion avec nos jeunes, de Jane Birkin en passant par un golfeur professionnel, d'un agent d'acteur à un colonel de l'armée. Tous ces intervenants qui ont su, avec beaucoup d'intelligence, de dévouement, de gentillesse, partager un moment et qui les a marqués pour la vie. Enfin, merci à tous ces jeunes qui, grâce à ce fabuleux projet, sont devenus des fervents défenseurs de notre entreprise et qui, sans le savoir, nous ont apporté beaucoup et continuent à nous apporter beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas les distinguer dans le magasin et on en est très fiers. J'en profite pour féliciter Bamacan, qui est ici présent. Il est par là ? Babacan, si tu peux te lever. Car ici, vous avez le premier... Comme ça, je ne suis pas le seul à être embêté, voilà. Car ici, vous avez le premier cadre qui est issu de ce projet. Il a découvert qu'en fin de compte... Viens me voir, oui. Il a découvert, en fin de compte, qu'on dormait nettement mieux dans un lit que dans le bois de Vincennes, là où il était au début. Et c'était nettement moins marrant. Merci, Babacan. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas tous restés dans l'entreprise, mais avec un taux de réussite de 65%, depuis la première session, nous avons, je pense, un des meilleurs taux en France pour ce type d'opération. Ce projet est un véritable projet collectif, et c'est une véritable réussite collective, car avec beaucoup de passion et de confiance, tous ensemble, nous avons su faire en sorte que plus de 200 jeunes, qui avaient un avenir légèrement sombre, se retrouvent à gagner correctement leur vie dans une entreprise humaine. On leur a fait confiance, on leur a redonné confiance en eux, et grâce à cela, ils ont pu s'intégrer sans problème dans l'entreprise et dans la société française. Je pense que c'est cela qu'on appelle un projet citoyen au sein d'une entreprise humaniste. Nous sommes filiales d'un groupe espagnol, et pour beaucoup, l'Espagne s'est associée au soleil, au tapas, le flamenco et les plages. Je peux vous assurer que cette image, qui n'est pas obligatoirement liée à la Galice, n'est pas synonyme d'une certaine détente au niveau du travail. Non, chez Inditex, on travaille beaucoup. Ce qui, d'ailleurs, m'avait fait remarquer Bernardo Sanchez lorsqu'il m'avait recruté, et je le remercie d'être présent aujourd'hui. On travaille beaucoup en essayant de faire en sorte que, grâce à un véritable management humaniste, l'ensemble des salariés de cette grande entreprise soient heureux d'y travailler. Merci sincèrement de m'avoir offert ce prix, que je me dépêche de partager avec ma très belle équipe, qui le mérite autant que moi, et sans qui je ne l'aurais jamais eu. Et merci Alvaro de promouvoir ce projet au niveau des autres pays européens. Merci à vous tous d'être présents.